Salut à tous les fans de ficelle, on est de retour pour cette troisième émission autour de l'Euroleague. Cette fois-ci, Corentin n'est pas là malheureusement, du coup je prends le relais, mais avec moi il y a toujours une fine équipe. Il y a celui que vous connaissez déjà depuis les 2 premiers épisodes, il y a Mathieu avec nous. Salut Mathieu. Salut les gars, salut tout le monde. Et il fait sa première apparition, mais vous le connaissez déjà parce que c'est un habitué de la maison. C'est Olivier qui arrive avec ses avis tranchés et ses analyses fines. Salut Olivier. Salut Romain, salut Mathieu, salut à tous. Et même si vous n'êtes pas fan de ficelle, c'est assez étrange. On ne sait pas si tu parles de boulangerie ou de maillot de bain. C'était étonnant. Non, je suis pas là pour parler de ça. On est parti pour débriefer cette 8e journée d'Euroleague. Un menu assez copieux avec qu'un seul match d'annulé, qui était le Khimki contre Milan. Ce que je vous propose, les garçons, c'est de tout de suite se jeter dans les résultats. Allez, C'est parti. Allez, c'est parti. Et du coup, le jeudi soir, il y avait le retour de Toko Shengelia contre Vitoria. Une victoire du CSKA Moscou 89-86. Voilà, on y reviendra un peu plus en détail peut-être tout à l'heure. L'Olympiakos jouait contre Berlin. L'Olympiakos est imposé 75-71. Le Maccabi Tel Aviv n'a fait qu'une bouchée du Zalgiris 85-57. Barcelone a détruit le Fenerbahçe 97-55. Et ensuite, nous avions l'Étoile Rouge qui accueillait le Real Madrid. Pablo Lasso et son équipe a bien fait le travail en s'imposant 73-67. Le Pana affrontait aussi l'Anadolu et s'est incliné 77-80. Le Bayern a sorti les muscles et s'est imposé contre l'équipe surprise de ce début de saison contre Valence 90-79. Et enfin, la journée se terminait avec un match à l'Astrobal où l'Asvel s'est malheureusement incliné 53-66 contre le Zénith. Messieurs, comme ça, à chaud, une première réaction. À ah, toi Olivier, je ah t'en ouais, prie. alors, j'étais en train de me dire plein de réactions. Ça a été une journée, comment dire, le gap, le fossé entre les grosses performances et les matchs décevants, pour pas dire les purges, est abyssal. Il y a eu des matchs de très très bonne qualité, on reviendra je pense un peu plus en détail, hein. Euh, alors, au-delà des performances de qualité de certaines équipes en particulier, il y a eu des matchs de très bonne qualité, hein. Je pense à Moscou-Vitoria qui était quand même assez chouette, Panathinaikos-Anadolu aussi, selon moi. Euh, et il y a eu des matchs vraiment qui étaient terribles, hein, dont un que j'ai débriefé moi, Olympiakos Alba, et hélas pour l'Asvel, sa défaite contre le Zénith. Donc voilà, une journée, moi, qui, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'avais ce goût-là un petit peu d'énormes disparités en fonction des matchs. Et puis voilà, les deux cartons énormes, assez inattendus finalement, puisqu'il s'agissait pour les deux matchs d'affiches supposées entre le Maccabi et le Zalgiris et entre le Barça et le Fener. Mathieu, tu partages le même avis qu'Olivier du coup? Ouais, exactement. J'avais dit la semaine dernière que j'avais une grosse affiche en tête, c'était le Barça contre le Fenerbahçe. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que finalement c'était sympathique à regarder, il y avait quand même du spectacle, mais c'était impressionnant de voir le gap entre les deux équipes. Je savais que le Fener allait évoluer sans Nando De Colo, mais ils avaient quand même une réputation de bonne défense. Donc j'étais curieux de voir les ajustements qu'allaient réaliser Charounès et Sikivicius, et on peut dire que j'ai pas été déçu. Ça a été stratosphérique. Super. Du coup, pour vous les auditeurs, on fait un point sur le classement avec Barcelone qui du coup trône déjà à la première place, 7 victoires, une défaite, suit le Bayern Munich qui s'invite dans la danse avec 6 victoires, 2 défaites. L'Olympiakos, pareil, on a eu un débat la semaine dernière avec les copains, savoir s'ils allaient en playoff ou pas. Pour l'instant, ils sont sur la bonne voie, 5 victoires, 3 défaites, tout comme le CSKA et le Zalgiris Kaunas. Valence est sixième avec 4 victoires, 3 défaites, tout comme l'Anadolu, FS Istanbul qui suit juste derrière. Huitième, le Real avec 4 victoires, 4 défaites. Le Fenerbahçe, 4 victoires, 4 défaites. Le Zénith, qui malgré son peu de matchs disputés, puisqu'ils en ont joué que 4, est dixième avec 3 victoires, 1 défaite. Milan suit avec 3 victoires, 2 défaites. Le Maccabi et l'Étoile Rouge sont à 3 victoires, 5 défaites. Vitoria, 2 victoires, 4 défaites, tout comme le Pana.
Et enfin, le trio qui clôt ce classement, Villeurbanne avec une victoire, 5 défaites, Berlin, une victoire, 5 défaites, et le Khimki Moscou est bon dernier avec une victoire, 6 défaites, ce qui fait plaisir, on va pas se cacher, ce qui fait plaisir à notre ami Olivier. Mais tellement. Non, ça me fait pas vraiment plaisir, mais on va pas forcément parler d'eux, ils n'étaient pas sur la journée, hein, et puis vous en avez vraiment très bien parlé. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'ils sont à cette place-là. Moi, ce que je note juste sur le classement, c'est que, alors même si le Kimki, on les attendait pas forcément derniers, ces 16e, 17e et 18e, on n'a pas vraiment de surprise sur le fait qu'ils soient à la lutte, en tout cas, ou en difficulté. Et au même titre que sur le 13, 14, 15, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, voilà. Ensuite, par contre, c'est un grand bazar entre la première et la 12e place. Enfin, entre la deuxième et la 12e place. Mais voilà, juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais très rapidement. Tu parlais du Zénith, pour lequel il est difficile de se faire une idée pour le moment. D'une part, par leur niveau de performance qui est assez aléatoire, et la victoire contre l'Asvel va dans ce sens-là, et du fait du manque de match également, mais il s'agit quand même de la seule équipe à avoir battu le Barça cette année. Et ce qui est un réel exploit quand on voit la machine barcelonaise. Du coup, bah, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces matchs de la 8e journée. Mathieu, est-ce que tu as une performance ou un match qui t'a particulièrement marqué? Tu as commencé à nous parler de Barcelone parce qu'on sait que tu aimes beaucoup coach Sarras. Est-ce que tu veux tout de suite parler de ce match ou est-ce que tu en as un autre? Ouais, bien sûr, je peux parler de ce match-là. C'était un match vraiment super intéressant au niveau tactique, dans l'organisation, surtout sur les schémas offensifs. C'est ce qui me plaît le plus en fait dans le travail de Jasikevičius, c'est sa capacité à pondre des systèmes sur sa tablette et derrière, juste après le temps mort, sur la reprise du jeu. Ça fonctionne, ça rentre et c'est facile. Et quand je vois que voilà, l'équipe elle est capable de mettre 15 points d'avance en 5 minutes sur un match pareil et derrière lancer des jeunes comme Bolmaro, comme Martinez, faire tourner son effectif et rester quand même focus de bout en bout, c'est-à-dire que ça pouvait être le 4e quart-temps, il y avait une erreur défensive, il demande quand même le temps mort, il remet les choses au clair. Je trouve ça admirable et cette équipe-là, elle me fait vraiment très très peur. Très très peur. Je ne sais pas quel est leur sommet, leur niveau plafond, mais ça peut aller très loin. Un plafond qui est loin d'être atteint pourtant, et on n'est qu'à la 8e journée. Ça nous laisse assez rêveurs. Olivier, t'as regardé le match toi aussi. Moi, il y a un truc qui m'impressionne dans cette rencontre, c'est quand même qu'il y a 4 joueurs qui sont à plus de 20 dévals, et il y en a, il me semble, il y en a 3 ou 2 qui sortent du banc. C'est vraiment une machine infernale finalement, ce Barça. C'est le, c'est une caractéristique de ce qu'on a pu voir de Jasikevičius depuis qu'il a pris le coaching quand il était au Žalgiris. Thomas Walkup, initialement, démarrait pas mal sur le banc. Avec Sarras, il faut se méfier pas mal des 5 majeurs, finalement, parce qu'ils ont pas de valeur propre, hein. Là, sur ce match, il n'y a qu'un seul joueur qui joue plus de 20 minutes, et il joue 20 minutes et 30 secondes, hein. Et c'est Corey Higgins. En fait, tous les joueurs du Barça, tous les joueurs de la feuille de match ont tous joué quasiment entre 10 et 20 minutes et 30 secondes. Et donc, ce que tu disais, avec 4 joueurs à 20 déval, euh, l'évaluation collective, hein, du Barça sur ce match, c'est 125 pour 97 points de marqués. Donc, c'est assez incroyable. Là où le Barça est fort, c'est donc pour rester son niveau de jeu, donc c'est son plafond, qu'ils n'ont pas encore atteint, mais c'est aussi pour baisser justement le niveau de performance de leurs adversaires quasiment à leur niveau plancher. Je pense pas qu'on verra souvent le Fenerbahçe cette année, alors qu'il y ait Nando De Colo ou pas, à 46 d'évaluation collective. C'est la plus faible évaluation collective de la saison. Euh, on en parlait tout à l'heure avant de lancer l'émission, mais je trouve pas que ça a été le pire match en termes de performance collective de Fenerbahçe dans ce qu'ils ont essayé de faire. C'était varié, c'est juste qu'ils se sont fait tout simplement écraser par la force collective, l'intelligence et l'anticipation stratégique et tactique du Barça, joueurs et coach compris. Une force collective incroyable, tu l'as noté, 125 d'évaluation. Le Barça, cette année, possède les deux meilleures évals sur un match, 140 contre Berlin, 125 contre le Fener.
et il possède 2 des 3 meilleurs totaux à la passe, avec 31 aussi contre Berlin et 27 contre ce même Fenerbahçe, avec des pourcentages assez incroyables. 57% à 2 points face au Fener, 53% à 3 points. Ils ont complètement fait déjouer ce Fenerbahçe qui, lui, tourne à 22% à 3 points, malgré donc cette envie de bien jouer que demande Igor Kokoskov. Vraiment, moi, le Barça, je l'avais dit dans un podcast précédent, j'attendais d'être séduit, tout comme Milan, et finalement, Barcelone, c'est bon, hein, c'est validé, c'est tamponné. J'en redemande chaque week-end, chaque semaine, et je me régale, tout simplement, je me régale. En plus, le collectif tourne bien, et cette semaine, c'est Kyle Kuric qui se montre un petit peu avec 25 points, à 7 sur 8 à 3 points. Messieurs, Kyle Kuric, est-ce que vous avez un mot sur sur ce sniper? Mathieu, peut-être? Il s'est régalé. Il s'est régalé. Vu qu'il y avait justement un écart de creuset, j'ai l'impression qu'il a un peu plus mis à l'économie Alex Abrines. Et du coup, il a lancé l'autre sniper létal à 3 points, Kyle Kuric, qui s'est vraiment fait plaisir, notamment sur le 4e quart-temps. C'est là aussi où le potentiel est flippant, c'est qu'en pouvant sortir ce genre de match sur de la saison régulière, le Barça va non seulement renforcer son collectif, mais aussi justement donner de plus en plus de responsabilités à des joueurs de banc qui sauront se montrer aussi peut-être plus impactants lorsqu'on aura besoin d'eux. Roland Smith, lui aussi, sort du banc et il fait des évaluations toujours assez folles. En attaque, il est très bien rentabilisé. Moi, je suis à 100% séduit. Et voilà, le truc que je retiens vraiment de cette équipe du Barça, c'est finalement que même si le match est déjà fini par rapport à sa physionomie, on joue quand même les 40 minutes à fond jusqu'au bout. On lâche rien. Ouais, ils ont un Donc, petit défi. effet Warriors 2015-2016 par rapport à ça. On a l'impression que chaque match peut servir justement de base à, à finalement un travail collectif et au fait de peaufiner des automatismes. Mais du coup, c'est très inquiétant pour les adversaires. C'est vrai que c'est ultra inquiétant. Euh, Là où je suis très admiratif de Jasikevičius, c'est que, vous le savez tous, hein, mais la seule recrue de l'été, c'est Nicolates. Tous les autres étaient déjà là. Et pourtant, il a déjà installé son système et le collectif répond super bien. C'est assez incroyable. Assez incroyable. Là, Pierre Oriola est dans le 5 et fait ce qu'il a à faire. Roland Smith, effectivement, il trouve sa place et il assure 23 d'évaluation. Et du coup, ça permet à des joueurs comme Adam Anga ou Brandon Davis d'avoir des matchs plus tranquilles. Là, ils sont à 5 d'éval tous les deux. Et finalement, tout va bien, tout va pour le mieux pour Barcelone. Donc, à suivre cette saison. Est-ce que, Olivier, tu avais une perf ou un joueur ou un autre match à nous parler? Alors oui, je voulais toucher un petit mot du match des retrouvailles entre Baskonia et le CSK, qui était une des affiches aussi de la journée, plus pour la valeur symbolique du retour, de l'affrontement entre le CSK de Toko Shengelia, qui était capitaine de Vitoria pendant plusieurs années, mais aussi de Jonas Voigtman, de Darun Iliard, on va en parler un peu plus tard, je pense, et le retour donc d'Alec Peters pour le coup à Moscou. C'est un match qui finalement, malgré l'étroitesse de l'écart en fin de match, 89-86, a eu un scénario très dichotomisé avec finalement, comme depuis le début de la saison, un CSKA qui a mené tranquillement sa barque jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Derrière justement un Darun Hillard qui a été très performant, très adroit avec un 7 sur 10 à 3 points. Euh, Il y avait un écart qui était de l'ordre de 15 points dans le troisième quart-temps jusqu'à ce que, comme d'habitude, le CSKA soit dans une forme de gestion un petit peu. Alors, gestion de ses rotations, mais gestion de son effort aussi. Alors, je ne sais pas si c'est de la prétention ou vraiment l'idée de manager quelque chose. Toujours est-il que Baskonia a réussi, comme souvent, lorsqu'ils sont acculés, à revenir dans le match, à l'énergie, à la hargne. Et il y a deux joueurs qui illustrent pas mal ça, je trouve,
à Vitoria, c'est Pierre Henry et je vais y arriver, Achille Polonara, voilà, qui sont des mecs qui mettent énormément de jus, de peps, d'énergie, qui veulent jamais lâcher, mais le problème c'est quand il s'agit de gérer, bah, ils se mettent d'abord en difficulté avant de réagir. Toujours est-il que on a eu une fin de match super serrée avec Henry qui met 15 points dans les 5 dernières minutes. Il aura fallu à la fin encore un 3 points de Hilliard et le sang-froid de Clyburn encore une fois cette saison pour, euh, pour acter la décision et sceller le sort du match. Euh, le CSK est bien en place. Moi, je suis quand même très inquiet. Ils ont été secoués dans la raquette par Youssouf Afal, qui malgré la qualité du pivot, bah, c'est quand même quelque chose qui arrive hélas assez rarement ces derniers temps, parce qu'il est peu utilisé. Le départ de Kyle Hines, la saison après le départ de Corey Higgins, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Alors même si des joueurs arrivent et qu'offensivement c'est costaud, euh, le CSK, il y a quelque chose, moi, qui me frustre par rapport à ce qui est présenté comme produit. Je sais pas ce que vous en pensez. Mathieu, est-ce que tu partages cet avis sur le CSK? Un petit peu, oui. Alors, j'ai pas vu le match, mais j'ai eu l'occasion de regarder le CSK sur d'autres journées de compétition. C'est sûr que sur le papier, il y avait quelque chose de super alléchant, notamment avec les arrivées de Tornike Shengelia et Nicolas Milutinov. Maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est encore en train de chercher finalement son style. C'est pas parfaitement défini. D'ailleurs, j'ai un petit souci de complémentarité entre les deux intérieurs. Et je trouverais presque plus intéressant d'essayer d'aligner de temps en temps un Shengelia avec un autre joueur très athlétique comme Bolomboy et derrière avoir Voigtman qui est un stretch et qui va laisser toute la place justement à un Nicolas Milutinov dans la peinture pour pouvoir jouer son jeu au poste. Mais voilà, il faut peut-être tester des combinaisons, changer un peu les rotations. Après, il tout dit, ça a quand même de l'expérience. Ça reste le début de saison, je suis pas trop inquiet, mais c'est vrai que c'est un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'une telle équipe. Je suis assez d'accord avec vous sur ce Romain, tu as point. un avis là-dessus? Ouais, carrément, carrément. J'ai la sensation que le CSK, c'est un petit peu les Beatles, mais en pleine préparation d'une tournée, en fait. C'est que pour l'instant, on sait qu'il y a une constellation de très bons joueurs, parce qu'individuellement, il y en a plein. Milutinov peut être énorme. Shengelia, il n'y a plus besoin de le présenter. Clyburn non plus. Tout le monde peut faire des bonnes choses, mais pour l'instant, collectivement, ça rame un peu. Euh, on, on- j'ai regardé la première mi-temps de ce match et il y a des coups d'éclat autant qu'il y a des moments où ils peuvent être agaçants. Donc ouais, le CSK pour moi, j'imagine qu'Itoudis a déjà la tête au Final Four parce que il va vouloir y aller, il va vouloir faire quelque chose avec cette équipe. Mais pour l'instant, ça rame un petit peu. Euh, j'attends beaucoup mieux, mais je vais être facilement euh, capable de dire qu'ils sont dans les favoris. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'ils sont largement favoris, alors un chouïa moins que Barcelone en ce début de saison, mais j'ai la sensation ouais, que le CSKA peut faire de grandes choses cette année. Euh, pour Vitoria, j'ai déjà dit tout ce que je pensais. Euh, j'ai du mal en ce moment avec Pierre Henry, qui est pourtant un petit peu l'élément qui fait tenir plus ou moins cette équipe. Mais comme tu l'as dit très justement, Olivier, il faut toujours qu'ils attendent d'être au pied du mur pour s'y mettre, et c'est très très frustrant. Je, Est-ce je- que... je te rejoins Oui, là-dessus hein, pour conclure sur ce match parce que je pense qu'on va passer à autre chose ensuite. Mais euh, et l'autre, euh, on a l'impression d'un côté au CSKA que Itoudi s'est rendu compte qu'il y avait des grosses disparités de niveau finalement au sein même de l'effectif, mais qu'il essaie quand même un petit peu de faire plaisir à tout le monde parce qu'ils en ont sous le pied. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Milutinov, il faut lui laisser du temps, c'est normal, mais moi, on parlait de Bolomboy, il a un côté athlétique intéressant, mais par contre, il est incapable de défendre au poste bas, tout comme Voigtman. Ils ont certaines lacunes. Moi, je me demande si on va pas se diriger, quand ils seront en playoff, parce qu'ils y seront, vers une line-up où Tornike Shengelia serait en pivot à défendre sur les gros, parce qu'il est tout à fait capable de le faire, avec à ce moment-là un Kourbanov ou un Clyburn en 4 qui pourrait s'écarter et Voigtman qui serait utilisé. Je suis assez inquiet finalement, même si j'adore le joueur, de la capacité de Milutinov à s'inclure dans une équipe où il n'y a pas un autre défenseur élite à l'intérieur.
Et pour ce qui est de Baskonia, on est encore une fois c'est ce que je voulais dire, sur le manque des profils. Vous l'aviez relevé lors d'un épisode précédent. Euh, Si on n'ajoute pas un meneur gestionnaire à cette équipe, et alors là, on attaque la free agency NBA, donc il est possible qu'il y ait des joueurs dispo dans ce style-là. Mais s'il ne trouve pas un meneur gestionnaire pour faire finalement ce travail de gestion des temps forts, temps faibles, que n'est pas en capacité de faire Ivanovic en 2020, j'ai l'impression, en tout cas depuis quelques années, on se posait la question et le titre de champion d'Espagne l'an dernier a d'un coup effacé toutes ces questions, mais elles reviennent de manière récurrente. Je suis pas sûr que ce soit un coach qui soit capable de gérer une équipe qui sait très bien les faire jouer dans les situations de stress ou de compétition intense. Mais voilà, quand il faut vivoter un petit peu, parce que parfois il le faut, je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Mathieu, un petit quelque chose à ajouter ou on peut passer à une autre rencontre? Non, je suis d'accord, on peut enchaîner. Dac. Moi, pour tout vous dire, j'ai réussi à voir le match du Maccabi contre le Zalgiris. Euh, c'est assez frustrant de voir cet écart parce que finalement, si le Zalgiris a un peu d'adresse dans cette rencontre, euh, il n'y a pas autant de points d'écart. Le Zalgiris shoot à 21 sur 46 à 2 points, ça fait que 45%, et à 1 sur 14 à 3 points, ce qui fait 7,1%. C'est C'était assez triste de voir cette belle équipe qui nous a passionnés depuis le début de saison se prendre un énorme mur lors de cette huitième journée. Rien ne voulait rentrer, ils n'y arrivaient pas. Euh, ils ont enchaîné, alors ils ont que 8 pertes de balles dans le match, mais pourtant c'était flagrant, tout était très brouillon. Walkup se driblait sur le pied, ça envoyait des balles en tribune. On sentait qu'il manquait quelque chose contre le Zalgiris, alors que fondamentalement, le Maccabi n'avait pas euh, une extrême bonne défense. Ils ont fait les minima, mais le Zalgiris, là, ça a été euh, voilà, c'est un mur, un mur. Il n'y avait plus rien lors de cette journée et c'était assez pauvre du coup. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce match, les garçons? Alors Moi, moi, je je l'ai l'ai pas vu vu, non. rapidement. Je l'ai vu parce que enfin, c'est un secret pour personne, hein, le Zalgiris, c'est mon équipe préférée en Euroleague. Euh, Ce que tu disais est très juste, hein, avec un peu d'adresse, hein, le Žalgiris perd, mais pas avec un écart comme ça. Euh, la faillite là, du Žalgiris, comme lors de leur match contre Valence, elle a été défensive. Euh, Schiller est un coach qui, je pense, fera bien jouer son équipe toute la saison. Il n'y a pas de souci. Alors des fois ça rentrera, des fois ça rentrera pas, mais ça c'est les hasards d'un match. En revanche, je vais être un petit peu dur avec eux, mais encaisser 11 points en 18 minutes par Dragan Bender, dans la forme dans laquelle il est depuis le début de l'Euroleague, c'est inacceptable quand on est le Žalgiris et qu'on a des ambitions. Bender, c'est un garçon qui peut-être arrivera à se remettre dans le bain, mais pour l'instant, on l'a vu sur les derniers matchs, il est à la rue. Euh, et laisser un joueur comme ça être à 3 sur 4 à 3 points alors qu'il mettait pas un pied devant l'autre sur les matchs d'avant, c'est pas normal. Euh, D'autant que le Žalgiris a les munitions pour pouvoir défendre ces mecs-là. Ils sont rapides, athlétiques. Et pour moi, ce match, typiquement pour le mettre en parallèle avec celui du Fener, le Fener a rien pu faire contre le Barça. Le Žalgiris aurait pu faire quelque chose contre le Maccabi. Ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait par manque d'intention. Donc, je pense que c'est un petit écart et ça leur servira à rebondir, mais pour moi, c'est une faillite collective défensive plus que vraiment une démonstration du Maccabi. C'était effectivement un petit peu les deux extrêmes lors de ce match parce que du coup le Zalgiris était complètement à côté de ses pompes et le Maccabi était touché par la grâce. À la mi-temps, ils shootent à 65% à 2 points et sont à 9 sur 11 à 3 points. C'était complètement hallucinant. Pour essayer d'emprunter une expression bien connue dans le basket, ils auraient pu éteindre le gymnase que tout allait rentrer, d'où le bon match de Dragan Bender. Euh, et justement, avant la mi-temps, le Zalgiris prend un 29-9 dans le deuxième quart-temps. Euh, voilà, impossible de faire quelque chose. Le Maccabi avait tué le match dès la mi-temps.
Donc, comme le dit notre ami Olivier, une bonne piqûre de rappel avant d'enchaîner les prochaines journées. Messieurs, avant de passer au débat, il nous reste quelques rencontres à voir. Est-ce que l'on parle de l'Asvel ou d'un autre match, une affiche qui vous a plu? Il nous reste le Real, le Pana contre l'Anadolu ou l'Olympiakos contre Berlin. Mathieu, est-ce que tu as pu suivre Moi, quelque chose? Le Bayern aussi, peut-être? le Bayern, ouais, tout à fait, le Bayern contre Valence. C'est deux équipes qui m'avaient un peu hypé et que j'avais pas énormément suivi depuis le début de la compétition, mais vu leur position au classement, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, un match d'outsider. Et finalement, alors, le match était assez décousu, très, très coupé par beaucoup de fautes. Je trouvais que les deux équipes étaient très agressives et finalement, c'était difficile pour moi à regarder. J'ai pas forcément pris un grand plaisir, même si le quatrième quart-temps a offert son petit moment de suspense. Et finalement, il a fallu un énorme Vladimir Lucic sur la fin de match et un Paul Zipser très adroit pour faire la différence. Il y a quand même deux équipes vraiment à prendre qui, à mon sens, sont des équipes assez intéressantes, plutôt bien construites et bien coachées. Je suis totalement Et avec une d'accord. Et dimension puis, physique incroyable, hein. exactement, exactement. Notamment le Bayern, ils ont une dépense énergétique et physique assez impressionnante. À noter côté Bayern aussi le bon match et du coup la soirée record pour Jadon Johnson. 17 points, 8 rebonds, 19 dévals, c'est des records pour lui. Comme quoi, Andrea Trinchieri a aussi pas mal de matos sur son banc et dans son équipe. Olivier, est-ce que tu es toujours aussi impressionné par le coaching de Trinchieri? Oui, vraiment. J'étais très peu enthousiaste sur le Bayern Munich, pas sur Trinkieri parce que c'est un coach dont je reconnais les capacités, mais j'avais l'impression qu'il y avait eu vraiment une baisse dans le niveau global de l'effectif du Bayern à l'intersaison. Euh, mais finalement, comment dire, cette baisse supposée du niveau, avec pas mal de joueurs qui sont des joueurs de gamme, je dirais, plutôt role-player, hein, à part Lucic, euh, font qu'ils ils sont très difficiles, je pense, à scouter et à cibler. On avait eu un Wade Baldwin, l'ancien joueur de Portland, très très bon depuis le début de la saison, avec l'utilisation de mid-range, etc., en alternance avec Weilerbab et Dedovic. Là, il a été inexistant sur ce match, bien défendu en tout cas, parce que bien scouté, et que la défense de Valence est très solide. Mais du coup, bah voilà, il y a, bon, Lucic est toujours là, mais Jadon Johnson a pris le relais, Paul Zipser. On a l'impression que Trinkieri est en capacité de toujours de trouver, comment dire, en tout cas de faire ressortir la quintessence de ces joueurs pour pouvoir performer. Et ils ont une dimension physique qui est tellement impressionnante que finalement, le Bayern, je pense, tu les battras, mais par contre, tu vas toujours t'en sortir avec des bleus, quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur certains matchs, quand les équipes n'auront pas envie de souffrir davantage, ben, elles lâcheront et donc eux, ils réussiront à s'en sortir. Et alors, quand on voit au classement, là, ils sont quand même deuxième, hein. C'est inespéré à ce niveau de la compétition. C'est clair, c'est vrai qu'on les attendait pas si haut. Ils ont un programme plutôt chargé dans les journées à venir. Cette semaine, ils vont à l'Anadolu. Ensuite, ils jouent contre Moscou, donc dans une semaine où il y a 2 journées. Il faudra aller au Pana avant d'affronter le Khimki Moscou pour attaquer le mois de décembre. Pour vous, les gars, peut-être Mathieu va commencer. Ces deux équipes, du coup, sont très séduisantes en ce début de saison. Qu'est-ce que vous en attendez d'ici l'arrivée des playoffs? Est-ce que ça va être des équipes poil à gratter, des équipes qui peuvent peut-être créer une surprise et s'inviter au Final Four? Quel est votre sentiment autour de ces deux équipes? Alors, moi, je les vois pas au Final Four. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas forcément envie de les voir. Il y a peut-être une part de subjectivité. Par contre, c'est clairement des équipes qui vont jouer leur place en play-off. Elles ont les compétences requises pour. À choisir, je miserais un petit peu plus sur le Bayern, que je trouve un peu plus en place, qui a aussi des profils de joueurs un peu plus variés que Valence.
Là, on a vu par exemple Dubljevic, je l'ai trouvé pas mal en difficulté à l'intérieur parce qu'il y avait de la qualité athlétique en face, c'était compliqué. Louis Labéry aussi, c'était pas forcément le genre de match-up qu'il affectionne. Mais Valencia, ouais, c'est une équipe qui peut essayer de gratter une place en play-off, essayer de viser la 7e, 8e position sans problème. Je te rejoins Ouais, là-dessus. je partage aussi. Vas-y, Olivier. Moi, je crois que le Bayern va grappiller des matchs par-ci par-là, mais il joue comme le Zénith pas mal sur l'effet de surprise de ce début de saison, et puis vraiment ce rythme un peu flottant là du fait de la crise sanitaire. Quand ils seront un peu mieux scoutés, je pense qu'ils vont commencer à perdre des matchs. L'Asvel avait fait ça un peu la saison dernière, hein, avait commencé à lâcher un petit peu, parce que l'enchaînement des matchs, le championnat domestique, qu'ils pourront pas lâcher cette année, hein, puisqu'ils l'ont perdu l'an dernier, euh, les forceront à rentrer un peu dans le rang, je pense. Et donc le Bayern, je les vois toujours terminer entre la 10 et la 12e place. Euh, on verra si la saison peut poursuivre. Valence, j'ai l'impression qu'elle a... Il y a plus de profondeur, il y a plus de playmakers, ils sont capables de diversifier leur jeu. On a vu à l'intérieur, ils peuvent écarter, ils peuvent jouer en bas. Ils sont capables de mettre de l'intensité physique, de la densité comme de la vitesse. J'ai l'impression que l'éventail est plus large et que du coup, ils pourront s'en sortir. Valence, ils seront à la lutte, ils seront entre 7 et 9, je pense, sur la fin. Voilà, je suppose. Juste, le Bayern, il va falloir qu'ils saisissent leur chance parce que ils vont jouer l'Anadolu et le CSKA, a priori sans Larkin et sans Mike James. Donc c'est maintenant, les gars. Effectivement, Mike James, oui, qui a l'air d'être plutôt sur le côté. Un départ serait possible. Larkin, c'est toujours une question de blessure. Donc oui, j'espère que Trinkieri a quelques petites idées pour cette semaine. J'aimerais faire un petit focus sur un joueur du côté de Valence. Peut-être c'est le facteur X de cette équipe et de sa bonne saison. Euh, on a tous eu comme idée que Derrick Williams était beaucoup plus assagi, moins foufou, et pourtant il est dans sa pire année en Euroleague, avec seulement 8 dévals, alors qu'il était au-dessus de 10, que ce soit au Bayern ou au Fenerbahçe. Euh, il a fait un bon match, c'était contre l'Asvel lors de la première journée avec 15 points, 5 rebonds, 18 dévals. Et depuis, il n'arrive plus à passer ces 10 d'évaluation. Est-ce que c'est une question de coaching de la part de Ponsarno qui fait que Derrick Williams est en train de rentrer dans le rang et devenir un joueur de collectif? Ou est-ce qu'il va falloir qu'on l'utilise autrement, peut-être pour que Valence puisse devenir un client assez sérieux? Mathieu? Ouais, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être essayer de jouer différemment si on cherche à le mettre en lumière lui. Maintenant, est-ce que c'est dans l'intérêt du club? Ça, c'est une autre question, mais c'est un profil qui a besoin d'avoir du jeu athlétique, rapide, de la puissance. Je trouve que cette équipe de Valence, elle propose plutôt un jeu léché, construit, collectif, et pour lui, c'est un peu difficile. Après, il faut pas oublier non plus que voilà, il y a une transition, c'est un nouveau club, un nouveau contexte pour lui. Peut-être qu'il faut un peu d'adaptation. Donc, je dirais pas que c'est fini pour lui sur cette année, loin de là, mais c'est compliqué. Olivier, je sais que Derrick Williams, c'est un joueur qui n'est pas forcément dans ton cœur. Est-ce que tu penses qu'il peut devenir quand même un facteur X pour cette équipe de Valence? Ouais, moi, je fais quand même mon mea culpa par rapport aux critiques acerbes que j'ai pu formuler à l'égard de Derrick Williams. Euh, il y a eu une baisse statistique cette année, oui, mais en fait, il joue presque 10 minutes de moins que l'an dernier et l'année d'avant. Il était à 26 minutes en Euroleague au Bayern et au Fener, là, il est aux alentours de 18 minutes. C'est l'année où il a le moins de turnover et c'est l'année où il fait le moins de fautes. Euh, donc, voilà, je reste mesuré parce que l'échantillon est assez faible, parce que Ponsarnau était un coach qui implique un petit peu tout le monde et qui a utilisé des line-up très différentes. Je, je pense que il vaut mieux attendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais attendre qu'on arrive vers des matchs décisifs pour voir si
il fait les erreurs qu'il a pu faire par le passé, à chercher à prendre toutes les responsabilités. Mais pour le moment, il joue pas les fins de match, puisque c'est San Emeterio et Kalinic qui jouent. Donc, bon, voilà. C'est un joueur qui aura du déchet, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on saura quoi en faire. Et puis, on est toujours capable de bien performer. À voir. D'accord. Donc on attendra de voir un peu plus de matchs dans cette saison de Valence pour voir si Derrick Williams peut vraiment avoir un nouvel impact. Est-ce qu'on passerait pas au débat, messieurs? Je crois que le débat, c'était une idée de notre ami Olivier. On va parler load management, gestion d'effectifs, budget d'équipe. Il me semble que ça va regrouper un petit peu tout ça. Je laisse Olivier prendre la parole pour vous présenter clairement le sujet du débat de la semaine. Alors, ce questionnement, en fait, il est né comment dire, des analyses qu'on a pu faire des différents matchs là, depuis le début de l'Euroleague, et le constat que, d'une part, pas mal d'équipes ménageaient, en tout cas, en apparence, leurs joueurs. On pense au CSKA, au Barça, au Real, avec des line-up qui étaient très changeantes, des joueurs qui jouaient moins de 25 minutes, hein. Et d'un autre côté, des équipes, alors je pense au Panathinaikos notamment et à l'Étoile Rouge de Belgrade, et au Bayern Munich, qui utilisent énormément leurs joueurs et qui en sont venus déjà très rapidement, alors qu'on en est qu'à 8 journées à recruter des joueurs pour complémenter leur effectif. Ce que j'ai pu constater, mais ce qui est assez évident, c'est que finalement les équipes qui se permettent de pouvoir gérer les temps de jeu sont les équipes les plus riches et dotées en salaire de l'Euroleague, et les autres, on a l'impression qu'ils sont dans une espèce de culture pas d'un win now, mais d'un exist now, et qui sont obligés de composer. Donc voilà, je posais la question finalement, est-ce que les différences de management, de politique, de gestion des effectifs sont forcément à mettre en lien avec les capacités financières d'une institution, selon vous? Du coup, Mathieu, est-ce que tu veux commencer à nous parler de ce sujet ou on laisse euh, Olivier nous présenter ses arguments? Moi, je suis curieux d'entendre ces arguments. Allez, Olivier, prends la parole, défends ton idée sur la question. Donc voilà, moi ce que j'avais pu voir, c'est quand on prend les minutes alors, le classement n'est pas trop. Comment dire? Il illustre pas forcément ce qu'on voudrait dire, puisque là, il faut qu'on se laisse encore quelques temps. Mais voilà, on parlait du Barça. Le Barça, contre le Fenerbahçe, donc qui était aussi un des cadres de la compétition, supposé tout du moins, joue aux alentours de 20 minutes par match. Tous les joueurs, quasiment. Mais ils peuvent se permettre de faire jouer 20 minutes par match leurs joueurs parce qu'ils ont. Enfin, quand vous prenez les gars, il y a 2-5 de départ qui sont aussi qualitatifs, que ce soit en termes de profil ou en termes de niveau intrinsèque, hein. Quand vous sortez un Corey Higgins, c'est un Adamanga qui rentre. On voit Thomas Hurtel qui a un temps de jeu qui est très limité, alors que c'est quand même un des plus grands bassins de l'histoire de l'Euroleague. Un Roland Smith qui n'est pas au niveau d'un Nikola Mirotic, mais qui serait titulaire dans beaucoup d'équipes d'Euroleague. Et je prends son rival historique, le Real Madrid. On a vu depuis le début de la saison pas mal de 5 majeurs alignés avec Ousmane Garouba, le prospect, qui était aligné en même temps que Tavares, ce qui, quand on connaît un petit peu le basket, paraît assez anachronique en 2020. Toujours est-il que on se retrouve sur ces possibilités de pouvoir finalement étaler le temps de jeu parce que on sait que derrière on a le niveau de performance du fait de la force financière qui nous permet d'attirer des joueurs pour travailler sur la durée. Donc moi, à côté de ça, quand on les compare au Panathinaikos, le Panathinaikos qui en est à son troisième meneur de jeu depuis le début de la saison, avec Pierre Jackson, Kiefer Sykes et là Levin Mack qui viennent d'arriver, donc à chaque fois des meneurs US. Comment travailler dans la durée quand on a un meneur déjà américain et puis qui change sans arrêt? Et finalement, moi, ce qui me fait penser que c'est la finance qui doit quelque part induire ça. On a suivi tous cet été comment dire, les difficultés financières et les difficultés de gestion qu'a pu rencontrer le Panathinaikos. Donc, si on prend juste ces exemples-là isolés, je pense qu'on peut quand même les étendre à l'ensemble de la compétition. Voilà, j'ai l'impression que la richesse des clubs dans une ligue, qui est censée être une ligue plutôt
ou l'équité, puisque le modèle c'est la NBA, hein, puisque l'équité doit être de mise, et la pérennité, bah, finalement cette pérennité, elle est un leurre pour le moment. Mathieu, maintenant que Olivier en a parlé, qu'est-ce que toi tu penses de cette question? Ben, c'est intéressant. Alors effectivement, je pense que il y a une grande partie des choses qu'il a dit qui sont justes, et notamment le fait que être un club riche aujourd'hui peut permettre notamment d'avoir une profondeur de banc et une richesse sur son effectif qui est exceptionnelle, qui va permettre justement aussi au club d'aller chercher des victoires peut-être plus facilement et de tenir aussi la durée de la compétition. Parce qu'avec cette formule de 18 équipes, on est vraiment sur un format de championnat désormais. Après, si effectivement l'argent peut beaucoup aider, j'ai envie de dire que on peut aussi miser sur d'autres choses. Tu parlais du Panathinaikos tout à l'heure, et c'est un exemple qui est assez pertinent, mais malgré tout, le Panathinaikos, on sait aussi que c'est un club qui est justement dans une restructuration de son projet, qui aujourd'hui n'a plus forcément les mêmes aspirations, les mêmes ambitions. Donc peut-être aussi justement qu'ils veulent profiter de cette saison pour développer du joueur, du Papa Petrou, du Papa Giannis, les responsabiliser, là où une équipe comme le Barça veut directement jouer le titre. C'est une histoire aussi, je pense, voilà, d'objectifs. Le Real Madrid, par exemple, a beau avoir un excellent budget et du coup aussi une équipe qui est quand même pléthorique en termes de talent. Moi, personnellement, depuis le début de la saison, je trouve qu'ils cherchent un petit peu leur basket et qu'ils n'ont quand même pas trouvé, malgré tout le talent qu'ils auront, de quoi gagner. Et on est sur un bilan nul de 4 victoires, 4 défaites pour le moment. À l'inverse, on va avoir un club comme le Žalgiris Kaunas qui fait un peu figure d'exception quand même, mais c'est intéressant parce que là, on est sur un petit budget et finalement, l'équipe est capable de tourner avec pas mal d'équilibre et un roster qui va s'appuyer aussi sur d'autres atouts, notamment le vivier national et le développement au travers de joueurs qui sont jeunes également. Si on prend cette équipe du Žalgiris, sur les 15 joueurs qui constituent l'effectif, on a 8 joueurs qui sont lituaniens. Et sur les 8 joueurs lituaniens, on en a 6 qui ont moins de 30 ans. Donc qui sont jeunes en développement, comme un Jokubaitis, un Grigonis, ou qui sont dans leur prime, comme un Lekavicius. Et finalement, sans avoir forcément un gros budget, mais en ayant une bonne structure, un projet de jeu, et en travaillant sur le développement de joueurs et en allant recruter intelligemment, en privilégiant peut-être aussi justement le scouting, eh bien, on voit qu'on est capable aussi d'exister dans cette compétition. Je suis assez d'accord avec les arguments de Mathieu. J'aime bien l'idée que même s'il y a une grosse différence de budget, voilà, on le sait, hein, le Barça, le CSKA, c'est quand même des budgets assez conséquents et qui, pour un club français, sont à des années-lumière de ce qu'on trouve. Mais j'aime bien l'idée que malgré ça, eh ben, il y a des équipes qui travaillent bien en termes de scouting et qui sentent les bons coups. Le Pana, ils ont donc Shelvin Mack qui est arrivé après avoir eu Jackson et Sykes. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas juste des erreurs de casting plus que de la dépense inutile? Et finalement, ben, est-ce que le staff n'est pas aussi une pièce centrale de ce débat? C'est-à-dire que ben, une équipe comme le Barça, malgré tout l'argent qu'ils ont, vont préférer gérer leur effectif parce qu'une saison c'est long. Ils jouent sur deux tableaux, notamment en Ligue ACB. On sait que c'est une compétition coupe-gorge. L'Euroleague c'est pareil, tous les matchs comptent. Et du coup, vu qu'ils ont cette possibilité de gérer leur effectif, ils vont les faire jouer tous à peu près au même nombre de minutes pour pouvoir gérer une fin de saison qui va compter double parce que le Barça, du coup, ça fait quasiment 10 ans qu'ils n'ont pas gagné un titre en Coupe d'Europe. Donc, je ne vais pas leur en vouloir de laisser le Jazikevichus gérer son effectif là-dessus. Ça évite les blessures, ça permet aux jeunes de travailler. Et en même temps, ben voilà, il y a des équipes comme l'a dit Mathieu, qui très justement bossent bien, le Zalgiris, qui flaire les bons coups. Alors c'était déjà Jazikevichus, mais World Cup, c'est lui. On a des joueurs qui se réinventent. Nigel Hayes arrivé d'Eurocup. Geoffrey Lauvergne avait besoin de rebondir. Et finalement, ça crée un bon petit collectif. Il n'y a pas d'argent, mais ça bosse bien, ça recrute intelligemment. Voilà. Le CSK, c'est pareil, ça a un effectif énorme avec plein de stars. Ça a besoin de bosser aussi, concrètement, ça a besoin de bosser sur son jeu. Ça gère les blessures. Clyburn revient d'une grave blessure.
Milutinov, pareil, il a raté un bout de saison. Je pense que les clubs ont besoin de cet équilibre-là. Les clubs riches sont riches, ça, on ne pourra rien y faire, ça a toujours existé. Dans tous les championnats, il y a des clubs qui ont des plus gros budgets que d'autres. Mais en même temps, il faut ça peut-être pour que les autres équipes soient plus malines, sentent les bons coups afin de se permettre de s'inviter à la table des grands. Olivier, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Que c'est très juste, hein, quand je parlais de la possibilité de certaines équipes de gérer et d'autres de ne pas gérer, je ne juge absolument pas le niveau de performance, ni comment dire, la pertinence d'un modèle par rapport à un autre, hein. Ce que je constatais, c'est que finalement, si on prend les budgets de l'an dernier, et qu'on compare avec les équipes qui cherchent à travailler justement dans la durée, en essayant d'impliquer tout le monde, etc., les 3 premiers budgets de l'Euroleague, c'est le Barça, le CSKA, le Real Madrid. Donc, ils sont 3 équipes qui, l'air de rien, identitairement, le CSKA Moscou vient de faire son 500e match d'Euroleague. Donc, c'est une équipe qui travaille aussi sur la durée, qui implique aussi des jeunes, hein. Le nombre de jeunes joueurs qui sont. Enfin, les Kourbanov, Vorontsevich, c'est des joueurs qui sont passés très très jeunes par le CSKA, déjà, le Barça et le Real Madrid. On sait que ça forme, hein. Et au même titre, pour effectivement prendre aussi le contre-pied, le 4e budget, c'est le Khimki, le 7e budget, c'est le Zénith. Ce ne sont pas des équipes qui fonctionnent dans la durée. Le 5e budget, c'est Milan. Milan, même si c'est une équipe historique, on ne peut pas dire que l'effectif soit un effectif travaillé sur la durée. Donc, comment dire, le but du débat était aussi de pouvoir comment dire, mettre en relief une certaine inéquité, mais dans la possibilité de performer sur la durée. Je m'explique. Le Žalgiris, c'est une équipe qui voilà, a un des plus petits budgets d'Euroleague, hein, je crois que c'est le 15e cette saison, travaille en incluant toujours des jeunes, en relançant des joueurs, et ça fonctionne très très bien. Mais est-ce que finalement, dans une ligue qui est censée être plutôt équitable, euh, ben, le Žalgiris n'est pas tout à fait au courant que son plafond, ça va être finalement un Final Four de temps en temps, ce qui est excellent et ce qui nous enthousiasme nous énormément, mais qui est, enfin, voilà, je trouve ça dommage, mais c'est une idée d'une forme de romantisme, dommage que on sache pertinemment que certaines équipes ne pourront pas atteindre un certain niveau, en fait. J'aurais aimé que ça puisse être le cas, finalement, dans une ligue fermée, hein, que l'on nous vend, je veux dire, fermée ou pseudo-fermée. Justement, je suis en C'est train de me... Oui, vas-y Mathieu. ouais, c'est compliqué. Après, la question, c'est, je suis pas certain en fait qu'on soit forcément dans la recherche de l'équité. Effectivement, on veut une ligue fermée, mais bon, on va dire qu'elle est semi-fermée dans le sens où finalement ils peuvent toujours réajuster le tir si jamais il y a 4-5 équipes qui sont trop en dessous en faisant le change. Finalement, moi, ce que j'ai surtout l'impression, c'est qu'aujourd'hui, l'Euroleague, elle cherche à promouvoir un peu un championnat élite parmi l'élite, en allant recruter finalement aussi les clubs. Les licences, elles ont été données évidemment sur une dimension sportive évidente, sur du budget, et finalement, même avec des petits budgets, les équipes qui sont représentées dans la compétition, ça reste des équipes à fort budget si on regarde dans leurs championnats respectifs. Donc, ce côté équité, j'y crois pas tellement. En fait, on est surtout dans une représentativité du basket européen. On essaie d'avoir un peu toutes les nations qui sont présentes, les principales, mais on sait pertinemment à la base que celles qui pèsent vraiment, c'est peut-être celles qui ont les licences A, et les autres sont déjà un cran en dessous. Mais ouais, je suis pas certain qu'on soit vraiment sur un modèle qui recherche l'équité. Je pense qu'on recherche surtout du basket ultra qualitatif et on veut s'assurer de l'avoir tous les ans et proposer du spectacle de très très haut niveau, quoi. Et proposer des marques aussi. Mais je te rejoins là-dessus, hein. Mais comment dire? Le but, je pense, le but de l'Euroleague, c'est voilà, de pouvoir aussi se développer, être reconnu et donc développer ses marques un peu partout en Europe, grâce à des marques clubs, hein, historiques, hein, le Panal Olympiakos, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que finalement, j'y adhère totalement. De toute façon, on est là pour parler de l'Euroleague, hein, c'est qu'on adhère aussi un petit peu à cet engouement, qu'on y souscrit tout du moins. Mais c'est vrai que je me disais que ce qui permet, comment dire, d'avoir une forme de passion, d'enthousiasme, c'est aussi d'avoir cette durabilité, ces figures reconnues. Et on prend des équipes comme l'Étoile Rouge de Belgrade.
si on prend l'effectif de l'an dernier, l'effectif de cette année, il y a quasiment la moitié de l'effectif qui a changé. Milan, c'est pareil. Je trouve ça dommage finalement. Je me place dans la peau du petit gamin qui suit le basket un peu en Europe, alors pas en France parce qu'on est très orienté NBA, mais un peu partout en Europe. C'est compliqué de pouvoir ensuite identifier à une équipe, hein, la suivre quand tout un effectif est changé. Et ces changements d'effectifs, ils sont guidés par le besoin de performer, alors parce qu'on est une entreprise et qu'on a besoin de performer, mais aussi parce que certaines équipes, je pense, ont ce couteau sous la gorge, quoi, de oh, mince, si je performe pas suffisamment, ben, je vais perdre ma place au profit de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Après, moi, là, ça devient un peu subjectif, mais je vois ça de manière très positive, dans le sens où ces équipes un peu petits poussés de la compétition qui arrivent, on va prendre l'exemple de l'Asvel, qui la possibilité de jouer sur 2 ans consécutifs l'Euroleague, a la possibilité d'essayer de structurer un projet de développement. Évidemment, l'objectif, c'est pas d'être champion d'Europe, de remporter l'Euroleague, parce qu'on n'est pas au niveau, on n'a pas le budget, on n'a pas encore le matériel, tout simplement, pour pouvoir le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que ça permet d'appréhender une compétition d'un autre niveau, de se confronter aux autres, peut-être aussi justement de se dire tiens, ça serait intéressant qu'on aille scouter justement pour aller chercher des bons rapports qualité-prix, essayer de choper des joueurs intéressants. Moi, j'ai souvenir de l'époque où la compétition était encore tournée sur 24 clubs avec un top 16 au bout. Et très honnêtement, dès le début de l'année, j'étais un peu déçu de voir que 8 équipes allaient participer à la compétition, mais clairement, ils étaient là pour faire de la figuration. Donc, d'une certaine façon, même le club qui est aujourd'hui un peu pauvre et qui part un peu perdant dans cette affaire, il a quand même la possibilité de développer un projet sur 2-3 ans et essayer de faire quelque chose d'assez intéressant, je pense. Alors, en sachant, quand on dit pauvre, hein, pour les gens qui nous écoutent, quand on dit pauvre, quand on est en Euroleague, voilà, c'est il faut prendre ça avec des pincettes parce que les trois quarts des clubs ont des budgets énormes par rapport à ce qu'on a en France. Donc, c'est des problèmes de pauvres, mais de pauvres assez riches quand même. Euh, je je sais pas vraiment quoi dire parce que moi, clairement, ma vision des choses, c'est que ben, cette différence de budget qui permet tant de choses à certaines équipes, pour moi, ça a tellement toujours existé, voilà, ces énormes différences. Euh, et quelque part, chez moi, c'est ce qui fait un peu le charme de ces compétitions, de ces championnats, parce que euh, oui, on sait qu'on aura, allez, si on prend 10 saisons, on sait que sur ces 10 saisons, il va y avoir 7 8 fois toujours les mêmes équipes dans le dernier carré. Et en même temps, mais j'ai toujours cette idée de me dire, eh ben, le petit poussé, il va venir avec ses petits moyens, sa façon de travailler, ces joueurs qu'on ne connaît pas tout de suite, qui arrivent d'un championnat un peu moins connu, d'une équipe un peu moins connue, et qui va me faire rêver, qui va me faire passer un bon moment. Euh, voilà, je, les budgets, ils permettent effectivement à certaines équipes, pour ne pas le citer, mais Milan, euh, ils ont cette marge financière qui leur permet de, voilà, dans l'objectif de gagner, de changer tous les ans. Beaucoup de joueurs, là, ils sont créés un effectif, on pourrait dire, c'est les Avengers. Ils ont des stars un peu partout, euh, ce qui ne leur garantit rien. Il y a d'autres des effectifs qui le font plus intelligemment. euh, et il y a des petits clubs derrière, enfin des petits clubs entre guillemets, euh, qui vont peut-être justement attirer cet œil du spectateur. Les clubs sont peut-être un peu moins connus. Ils vont attirer parce qu'ils bossent bien. Cette saison, ben, on revient sur cette équipe, mais le Zalgiris en est l'exemple parfait. Tout a changé. Il y a eu plein de mouvements. Il y a eu un nouveau coach. En plus, le coach qui était là avant prenait beaucoup de lumière. Là, c'est un sombre inconnu. Et pourtant, ça fit bien. C'est palpitant à avoir joué. Et on a des gars comme l'Auvergne qui était au fond du trou l'année dernière sous Zeljko Obradovic dans un énorme club, et bien qui finalement retrouve une place, se fait plaisir. Euh, et on a aussi du coup ben, ce côté formation qu'on a parlé. Il y a Djoko Baitis. Voilà. Ben moi, tout cet ensemble, ben me fait aimer cette Euroleague et me ferait aimer d'autres championnats. Cette différence,
je trouve que ça tire quand même pas mal le niveau vers le haut. On peut prendre l'exemple du foot, hein, mais le PSG avec la version Qatari, eh ben, elle pousse les autres clubs à se dépasser, à toujours chercher à faire mieux, encore et encore. Alors oui, certes, en termes de résultats, il y a, il y a une certaine inéquité. Ils peuvent se permettre voilà, d'avoir des petits caprices de riches, mais en même temps, le reste du niveau, il est porté vers le haut. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a souvent pu en parler en off, mais finalement, cette Euroleague, dans cette version 2020-2021, eh ben, elle a peut-être jamais été aussi forte que depuis quelques années. Je sais pas ce que vous en pensez. Aussi compétitive en tout cas. Ouais. Aussi compétitive, ouais, c'est une certitude, hein. Il y a un avantage aussi, comment dire, un avantage au fait que ce ne soit pas encore, comment dire, complètement fermé. Effectivement, euh, c'est une Euroleague qui est à plusieurs niveaux, plusieurs vitesses, et ça a toujours été le cas. C'est quelque chose que l'on a intégré, hein, c'est un principe de réalité, mais comment dire, les joueurs en Europe, on a beaucoup de chance d'ailleurs, hein, jouent longtemps. On a la chance, vous en parliez, hein, de voir Spanoulis, Printezis, et jouent longtemps à un niveau de performance considérable. Et ça nous permet finalement de voir ces équipes comme ça qui durent, et malgré ça, des jeunes qui arrivent, et puis des joueurs qui reviennent de NBA comme Mirotic, ou qui viennent de NBA et qui nous régalent parce que c'est des gens qui n'ont pas eu leur chance aux États-Unis et qui apportent un certain niveau au jeu. Je pense à Shane Larkin notamment. Effectivement, on a rarement eu, je trouve, un niveau de jeu, un niveau de coaching, un niveau de compétition aussi important. C'est une chance. Voilà. Moi, j'espère que, en fait, c'était aussi là que je voulais arriver. J'espère que les disparités financières, déjà de base, mais du fait de la crise sanitaire et économique, vont pas engendrer de plus grandes différences de niveau dans ces différentes échelles de valeur qu'on a au sein de l'Euroleague. Ouais, je suis pas certain. Le modèle, évidemment, que tout le monde cherche à suivre, c'est celui de la NBA. La NBA, on est sur une ligue fermée. On a le concept du salary cap qui, en théorie, se veut équitable financièrement entre chaque club. On voit pourtant qu'on a quand même aussi une disparité et qui souvent est quand même relativement fixée. Des équipes comme New York, des équipes comme les Suns, ben, ça fait longtemps qu'on les voit plus en playoff et on a l'impression que c'est pas prêt de changer. Euh, Là, ce que je trouve après intéressant, moins pertinent, effectivement, c'est de se dire que ces petits clubs aussi, ben, ils vont pouvoir pousser et j'ai envie de dire l'argent appelle l'argent. Si on reprend l'exemple de l'Asvel, donc on a une nouvelle structure qui arrive, une nouvelle organisation, l'arrivée de Tony Parker, il y a une émulation autour de tout ça. Obtention d'une place en Euroleague, il signe même un partenariat avec Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais. Donc on est dans un truc qui est évolutif, qui est progressif et qui permet vraiment voilà, de structurer un projet. Et c'est ça qui me plaît. Moi je me souviens à l'époque, je vais remonter un peu en arrière, on va partir en 2007, j'avais suivi avec attention la chorale de Rouen de Jean-Denis Foulet, qui avait 3 superstars américaines avec Divarik Spencer, Aaron Harper, Mark Saliers. Ça remportait le titre de champion de France et l'année suivante, ça disputait l'Euroleague. Donc j'étais super impatient, sauf que petit budget, on vient pour un coup, un an, on perd Devarick Spencer et Aaron Harper, il n'y avait plus que Mark Saliers. En Euroleague, ils ont fait de la figuration. Bon, ils ont quand même gagné 4 matchs, mais ils finissent avant-dernier de leur groupe et ils sont sortis. Et vu qu'en plus, ils devaient jouer sur le tableau de l'Euroleague et du championnat domestique, ils finissent quatrième, donc ils ne se requalifient pas pour la saison suivante. Là, on voit que l'Asvel, ça fait 2 ans maintenant qu'elle joue l'Euroleague. Donc le fait d'avoir ce projet en se disant on vient, mais ce n'est pas un one-shot, ça permet aussi à ces clubs, je pense, de s'émanciper et de devenir des locomotives pour leur championnat domestique. Effectivement, et puis la Asvel avait, j'ai un exemple en tête comme ça l'année dernière, ils perdent le cher et tendre d'Olivier, ils perdent Adrien Payne, et à ce moment-là, tout le monde en France était déjà en train de se dire, ils vont griller un joker et ils vont enfin ils vont recruter un nouveau joueur, et finalement, ben, ils avaient pris la décision de ne recruter personne et de faire avec. Donc en termes de voilà d'économie, c'est aussi la gestion de tout un club qui est comme ça, la philosophie que vont avoir les présidents et tout ce qui suit derrière. On voit que l'Asvel, qui doit être l'un des plus petits budgets de cette compétition, sait s'y prendre. Alors Parker a aussi l'expérience d'une franchise NBA, donc il connaît l'organisation. Mais voilà, l'année dernière, quand l'Asvel tournait bien sous Mitrovic,
Ils s'étaient permis ce petit luxe de ne recruter personne et pourtant ils étaient pas ridicules. Donc je, je pense qu'au-delà de l'aspect argent, je pense aussi qu'il va falloir un jour, peut-être qu'on le fera plus longuement, mais se pencher sur ces staffs et sur cette organisation des différents clubs par rapport à la gestion de leurs effectifs. Et l'ASVEL, pour l'instant, dans l'organisation, c'est quand même du top. Il y a, là, il y a trois équipes, moi, que je voulais juste, voilà, que je voulais citer par rapport à leur très bonne capacité de gestion. Donc, il y a l'Asvel dans la structuration, l'Alba Berlin qui fait un super boulot aussi, hein, de structuration, d'implication des jeunes, euh, travailler sur la durée avec un coach. Et on en a parlé beaucoup. L'autre équipe, c'est Valence, hein. Parce que finalement, Valence, c'est une équipe qui n'est pas dans les 10 premiers budgets, qui n'y était pas en tout cas l'an dernier, peut-être qu'ils y sont cette année. Il faudra me le dire, hein, si jamais, les auditeurs. Euh, et qui vraiment se place bien, a envie de travailler, a pris des joueurs qui sont des joueurs de très bon niveau, mais pas des joueurs méga stars parce qu'ils ont envie de s'inscrire, je pense, sur quelque chose de voilà, d'intéressant. Il y a des équipes qui travaillent bien. Moi, j'aimerais, voilà, j'encourage vraiment toutes les équipes à travailler sur ces modèles-là. Il faut pouvoir le faire, bien sûr, il faut avoir le temps. Et toutes les présidences ne donnent pas le temps. Voilà. Mais en gros, c'était pour conclure un peu sur ce sujet-là. Continuons à travailler, donnons du temps et continuons à nous faire rêver. Super. Sur ces mots, on va conclure le débat. Un petit mot avant de passer à la chronique ou on peut enchaîner directement? Ouais, j'avais juste un petit mot. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'on a pu dire et finalement, je pense qu'aujourd'hui, un bon club, c'est finalement un club qui effectivement a une structure, c'est-à-dire finalement une organisation qui va aller dans le même sens, que ce soit les dirigeants, le président, le coach, c'est avoir du basket. Donc finalement, là, on est vraiment sur l'aspect tactique, technique, donc avoir des joueurs, savoir créer un collectif. Et il y a aussi l'argent, mais finalement, l'argent ne fait pas tout. Et un contre-exemple parfait à ça, c'est le Kimki, qui est un club extrêmement riche, qui arrive à recruter beaucoup, mais les résultats ne sont pas toujours là. Donc l'argent ne fait pas tout, même si ça peut faciliter le bonheur. Voilà. Super. Sur cette note philosophique de la part de Mathieu, on peut refermer ce débat. On va travailler de notre côté pour faire quelques investigations pour vous proposer encore plus de bonnes idées d'échanges entre nous pour la semaine prochaine. Euh, Et à on propos passe de à propositions, la... Romain, est-ce que tu ne proposerais pas Oui, quelque chose? si, une nouvelle chronique, la troisième de la saison. Euh, en cette période où on est tous enfermés, où on a un peu de sport, mais où beaucoup de lieux de culture sont fermés, j'avais envie de rendre un petit hommage au cinéma. Et du coup, je vais vous embarquer dans une histoire un peu farfelue. Mais bon, on est là pour passer un bon moment. Du coup, l'Euroleague fait son cinéma, c'est la chronique que je vous propose cette semaine. Et du coup, l'Euroleague, c'est une série palpitante de 34 épisodes que nous suivons chaque année avec assiduité. Il y a de l'action, des rebondissements et parfois des drames. Tous les ingrédients y sont présents pour nous tenir en haleine et nous faire revenir chaque semaine devant nos écrans, attendant avec impatience le dénouement final. Cette saison, une chose est plus ou moins certaine, c'est qu'un dernier épisode sera tourné à Cologne, la ville hôte du prochain Final Four. Enfin bon, si on arrive jusque-là, on n'en est pas encore sûr avec la crise sanitaire. Si la tentation est grande de faire le parallèle entre le basket et le Seigneur des Anneaux, avec un imaginaire collectif qui voit tout de suite Campazzo déguisé en Gimli ou Kyle Courage en Legolas, l'archer ne ratant quasiment jamais sa cible, on va quand même tenter d'aller encore plus loin. Partons sans plus attendre du coup vers la Catalogne, où un cyborg vient d'arriver sur le banc du Barça. Son nom, Jazi Carminator. Oui, car plus les semaines passent et plus Barcelone roule sur la concurrence. Sarah Connor, non, c'est le Fenerbahçe. Et Vlan, 42 points dans les dents. Sarah Connor, non, c'est l'Alba Berlin. Et bim, 36 dans la tronche. Un vrai massacre de la part de Jazzy Kivicius et sa bande. Vous n'avez pas non plus manqué la version russe de Retour vers le futur avec le CSK Moscou. On a vu Darun Niliard. Quand on a vu Darun Niliard, on se dit que ce mec a dû remonter le temps en voyant le logo de Victoria rentrer dans la Mega Sports Arena. Ni une ni deux, il s'est souvenu qu'il pouvait être un très bon joueur. Et du coup, j'ai envie de lui dire merci Marty McFly pour les 31 points et les 32 d'évaluation. Moi qui aime Victoria, je vais m'en souvenir. Mais bon, il y a un adage qui dit que qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bon, ça c'est Fight Club.
Dans un autre style, on a vu le naufrage du Zalgiris face au Maccabi Tel Aviv dans une soirée sans réussite. En somme, c'était le remake un peu triste du Titanic. L'histoire d'une belle croisière à bord d'un bateau tout beau, tout neuf. Malheureusement pour les hommes de Martin Schiller, l'iceberg vient d'être pris en pleine poire avec 3 défaites lors des 4 dernières rencontres. On croise les doigts pour que les Lituaniens se relèvent et que la victoire leur laisse une place sur ce putain de morceau de bois. Bon, il faut aussi qu'on parle du match de l'Asvel contre le Zénith. Désolé pour les deux équipes, on connaît les difficultés rencontrées depuis le début de la saison avec le Covid, mais vendredi c'était un peu The Purge, que l'on peut traduire aisément par la purge pour les non-anglophones. Ce fut un véritable cauchemar pour tout le monde. Bon, pour les fans de Péplum, l'Olympiakos sait rendre hommage à l'histoire de Grèce avec un scénario digne du film 3. Une première mi-temps compliquée, et puis dans le vestiaire, un plan parfait élaboré par Georgios Bartzokas. Et dans le troisième quart-temps, un 27-9 pour finalement remporter le match. Eito Garcia Reneses, appelé aussi Maître Yoda dans le métier, n'a rien pu faire. Son équipe galérée va devoir, mais beaucoup apprendre elle va. En parlant de Star Wars, quand l'Empire est attaqué, l'Empire contre-attaque. Et le Real semble avoir fini de jouer et installe tranquillement son rythme de croisière. 3 victoires lors des 3 dernières journées. Bon, vous allez me dire, Romain, tu nous as comparé Campazzo au Seigneur des Anneaux et maintenant tu parles de Star Wars. Oui, mais si je racontais pas autant de conneries, vous seriez déjà devant Netflix ou Amazon Prime au lieu d'écouter le meilleur podcast de l'Euroleague. Du coup, je termine avec Robin, qui a enfin lâché la grappe de Batman. Enfin, Misic a enfin découvert ses super pouvoirs cette saison et n'a plus besoin de Larkin pour voler de ses propres ailes. On lui souhaite que ça dure avant d'affronter l'armée de Leonidas Trinkieri et son armée de Spartiates prête à défendre coûte que coûte sa moitié de terrain. Bon, je crois que j'arrive à la fin de cette troisième chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre hebdo avec la même bande de passionnés. Comme promis, on vous prépare des surprises et dans le prochain épisode, on aura un invité spécial. Et puis, comme ils disent dans le cercle des poètes disparus, peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Super. Super chronique. Merci tout plein. J'ai Merci profité de mon beaucoup, monsieur popcorn. Renan. Ah, il faut bien rendre Impeccable. hommage Est-ce à que vous tous voulez ces qu'on se fasse un classiques. petit point sur la prochaine journée? Peut-être, que j'ai pas sous les yeux. Sur les prochaines journées, parce que vous savez qu'on a une semaine Ouais, extrêmement bien chargée. sûr. J'ai la 9e journée, Vous si en tu aviez... veux, sous les yeux. Bah tiens, je te laisse balancer la 9e et je parlerai de la 10e rapidement. Alors, du coup, au programme de la 9e journée, donc, qui attaque dès demain, donc nous serons le 17, il y a un Zénith contre le Khimki Moscou, Anadolu contre le Bayern Munich, le Zalgiris Kaunas contre le CSKA Moscou, Vitoria va jouer contre le Fenerbahçe, Valence contre le Pana, il y aura un Real Madrid Maccabi Tel Aviv, l'Alba Berlin contre l'Asvel, Milan contre l'Étoile Rouge et enfin, alors il n'aura pas lieu, mais il y avait de prévu Barcelone-Olympiakos. J'ai vu avant l'émission que du coup les 2 matchs de l'Olympiakos cette semaine étaient annulés. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc on enchaînera, donc ça c'est des journées qui ont lieu donc mardi, mercredi. Et on enchaînera jeudi avec un match de sniper entre le Khimki et l'Anadolu. Puis un match qui risque de se jouer dans la raquette entre le Bayern et le CSKA. Vitoria accueillera le Panathinaikos de Nedovic. Ça fait bizarre de dire ça. L'Alba Berlin accueillera le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc le match Asvel-Olympiakos n'aura pas lieu a priori. Et vendredi, on aura de grosses affiches avec Milan qui accueillera le Žalgiris Kaunas, le Real Madrid contre le Fenerbahçe, voilà, que je vous conseille pour voir si le Fener arrive à se ressaisir, même s'ils ont gagné en championnat d'un point le week-end dernier. Barcelone jouera contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et enfin, on aura un match assez intéressant entre Valence Basket et le Maccabi Tel Aviv. 2 journées en une semaine, ça va encore nous donner beaucoup de travail. Mais on sera devant nos ordinateurs, nos écrans de tablette ou nos téléphones pour suivre ça avec une énorme attention afin de pouvoir vous débriefer ça dès la semaine prochaine. Du coup, comme j'ai dit dans la chronique, on aura un invité. Pour l'instant, on garde ça un petit peu secret. Euh, Olivier, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte?
J'en profite pour faire un petit peu de promo pour la petite sœur de cette émission, l'Euro Hebdo, voilà, que vous aurez l'occasion de pouvoir écouter tous les 15 jours et qui aura pour vocation de reprendre l'Eurocup et la BCL. Exactement, et on retrouvera du coup dans ce premier épisode, il y aura du coup, donc Olivier était là, il y a Adrien et notre ami Ludo qui a fait sa rentrée avec nous. Mathieu, un dernier mot avant qu'on se quitte? Bah, une belle semaine s'annonce, on va être gâtés. 2 journées d'Euroleague en une semaine, c'est sublime. Super. Les garçons, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On est ravis de vous avoir encore eu pour cette émission, la troisième de l'hebdo. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, suivez nos podcasts. Soyez là dès la semaine prochaine pour le débrief de la J9 et de la J10 avec notre invité spécial. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs. À très vite. Salut! Au revoir et merci, bonne soirée, à bientôt.